Bonjour à tous, chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour une émission que je vais appeler Ciné Club, parce qu'une fois n'est pas coutume, avec mon acolyte de toujours Pierre-Yves Lenoble et notre cher ami Martial Hunton. Nous allons parler d'un chef-d'œuvre absolu du cinéma français. Enfin, en tout cas, je dis que c'est un chef-d'œuvre. On va en discuter ensemble. Qui s'appelle L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville. Alors, je vais pitcher très rapidement et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on aura tout le temps de parler de l'histoire du film, des personnages, pour faire le plus simplement du monde. C'est un film qui qui retrace le quotidien, la vie des tauliers de la Résistance entre octobre 1942 et février 1943. Voilà. Alors, avant de commencer, déjà, je vais faire un petit tour de table pour me dire ce que vous pensez déjà au-delà de l'histoire, au-delà des personnages, qu'est-ce que vous pensez de l'objet cinématographique du film en tant que tel. Je vous laisse y aller. Pierre-Yves, peut-être. Vas-y. Ouais. Alors ouais, sur la forme, moi j'ai été impressionné parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé de vieux films. C'est un film qui va à 2 à l'heure avec des acteurs exceptionnels et une intrigue exceptionnelle. Donc du coup, le temps passe super vite. Donc par rapport au film d'aujourd'hui où c'est ultra cuté, il y a de l'action, des explosions toutes les 30 secondes. Là, on a vraiment l'impression que ça va à 2 à l'heure, pas beaucoup de dialogue et tout, mais on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Même les quelques scènes, il y a quasiment pas de scènes d'action, mais le peu d'action qu'il y a, on est complètement pris dedans, on est avec les personnages. Donc pour moi, la forme, c'est exceptionnel, c'est presque un autre cinéma qu'on ne connaît plus. Et sinon, la bande-son, incroyable, quoi. La musique est incroyable, le thème. D'ailleurs, les gens peuvent taper dans YouTube le thème de l'Armée des Ombres. Tout le monde connaît la musique. Tout le monde connaît la musique de l'Armée des Ombres, même si vous l'avez pas vu. Ouais, voilà. Donc, au niveau formel, film exceptionnel, un casting exceptionnel et une ambiance générale qui reste, quoi, qui imprègne l'âme, quoi. Oui. Effectivement, ouais, c'est un film classique. C'est-à-dire que c'est le cinéma français classique. Melville, c'est un classique, c'est-à-dire que on est à l'époque à la fois de la nouvelle vague et des débuts des grands films à série hollywoodien. On est en 69, c'est au service secret de Sa Majesté qui sort comme James Bond, l'unique performance de George Lazenby. Et donc, on est dans un cinéma français qui n'existe plus vraiment. D'ailleurs, en préparant cette émission, je m'étais amusé à aller voir sur Allociné les critiques négatives dessus, voir ce que les gens lui reprochaient. Et effectivement, c'est ça, ils lui reprochent d'être lent, ils lui reprochent qu'il n'y ait pas d'action. Donc en fait, il y a énormément de choses qui se passent. Simplement, effectivement, ça ne fait pas boum boum tout le temps, quoi. Et ouais, moi je trouve que c'est un film magistral. C'est quelque chose qui montre d'abord une maîtrise de l'objet filmique de la part du réalisateur, parce que tous les plans sont bien, tout a du sens. C'est-à-dire que même les scènes muettes, comme celle où les mecs prisonniers se font passer un paquet de clopes, et ben même ça a du sens et ça a de l'ambiance, quoi. Ça dit des choses. Moi, j'ai beaucoup aimé le texte, c'est-à-dire que je trouve que les répliques sont... Il n'y a pas un mot trop, quoi. Elles disent exactement ce qu'il faut et avec, là encore, une économie d'effets, mais qui donne du coup une grande force à chaque mot. Et bon, après, on rentrera plus sur le sujet, mais je trouve que il y a quand même aussi une qualité, c'est que c'est pas un film simple, quoi.
Ça présente une époque compliquée et ça la présente de façon compliquée. Bon, vous avez parlé de la musique, je suis entièrement d'accord. Voilà, donc déjà comme intro, ça va. Et bon, après, il y a quand même des acteurs fabuleux. Quand même, 69, c'est la grande année pour le cinéma de Lino Ventura, puisque cette année-là sort L'Armée des Ombres et Le Clan des Siciliens. Donc, c'est quand même deux de ces très grands films. Voilà. Bah, d'abord, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Alors, il se passe rien et c'est très long. Oui, mais il se passe rien, mais en fait, il se passe toujours quelque chose, parce qu'on est dans une tension. Le film est dans une tension qui ne s'arrête jamais, et ça fait écho complètement avec la vie qu'a dû être celle de ces résistants, c'est-à-dire que le danger, il est peut-être pas visible, mais il est tout le temps là, tout le temps là. Il est omniprésent. Ouais. À chaque instant, on peut mourir. À chaque instant, on peut tomber sur un traître ou un lâche qui vous dénonce. À chaque moment, l'un des camarades peut se faire arrêter et parler, parce que malheureusement, on peut toujours parler, parce que l'ennemi peut avoir des moyens de pression sur vous. On peut toujours se faire prendre, on peut toujours rater. Et cette tension ne vous quitte jamais. Donc, il n'y a pas une explosion, il y a très peu de morts, mais on est c'est un film qui vous tient complètement en haleine, on est dans un stress permanent. Et Melville s'empare d'un sujet qui est extrêmement compliqué, tu l'as rappelé Mathias, une époque compliquée, un sujet compliqué. Il s'en empare et il n'a pas le souci de la véracité historique. C'est-à-dire qu'il utilise des personnages archétypaux qui peuvent très certainement correspondre à tel résistant ou à tel autre. D'ailleurs, il y a des personnages qu'on pense reconnaître, mais c'est pas exactement eux. Ce ne sont pas des situations qui ont vraiment existé. Ce sont des situations qui sont plus hautement symboliques. Et en faisant ça, Melville s'empare complètement de l'objet cinématographique pour raconter une histoire. Et il y a une phrase que j'adore. Bon, c'est Alain Delon qui dit ça dans Le Guépard de Visconti. Il dit: il faut que rien ne change il faut que tout change pour que rien ne change. Et Melville, il nous rappelle quelque chose. C'est: il faut que tout soit faux pour que tout soit vrai. Si on veut dire une vérité, il faut essayer de s'éloigner de la réalité historique qui va faire aller dans des choses trop complexes. Il faut éviter d'aller dans les successions de faits le plus réalistes possible. Si on veut dire une vérité, il faut que tout soit faux. Pour que la vérité transparaisse, c'est un peu le principe du mythe. Dans le mythe, tout est faux. Et ben, ce que fait Melville, c'est une vraie œuvre d'art cinématographique qui essaye de dire la vérité, qui essaye de dire une vérité, qui essaye de retransmettre une ambiance, celle de la résistance. Et il le fait admirablement, quoi. C'est là qu'on voit que le cinéma, c'est un art. Il nous rappelle que le cinéma, c'est un art. Alors, effectivement, ce que tu cites, c'est exactement le même principe que Vian, qui au début de L'Écume des jours dit: cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée de bout en bout. Et effectivement, le sujet de Melville, c'est pas de faire un documentaire. Et pourtant, c'est un film sur la résistance, fait par un type qui lui-même était résistant, basé sur le bouquin de Joseph Kessel qui était résistant, et qui a basé son livre sur des récits de résistants. Donc, on est dans le témoignage, mais justement, le témoignage, c'est pas l'histoire. Parce que le témoignage, c'est le vécu des gens. Et finalement, peu importe les détails événementiels, puisque ce dont Melville nous parle, c'est du ressenti humain des hommes. La façon dont on vit la résistance, dont lui, il a vécu, dont d'autres qu'il a connus ont vécu. Au-delà de ça, il nous livre aussi un film, à mon avis, sur, au moins en partie, la nature humaine, en tout cas la nature de certains, la peur, comment on vit avec la peur. Et en ces temps d'anxiété grandissante, ça a des choses à nous dire. Je pense que c'est aussi un film sur ce qui est courage. Et voilà, je pense que le personnage, on en parlera sans doute, mais de Mathilde, pour moi, c'est un des plus beaux exemples de courage. Oui. Mais ils sont tous.
c'est tous des lions. Mais pourquoi en fait, quand on s'est parlé, je vous ai proposé de faire ce ciné-club sur l'Armée des Ombres. Parce qu'en réalité, la résistance, bon, c'est ce qu'on nous présente comme l'héroïsme, comme le camp du bien, depuis que nous sommes nés. Mais j'ai envie de dire, la résistance et les résistants, c'est inconnu. Très inconnu, parce que avant le film de Melville, l'Armée des Ombres, alors il y a sûrement d'autres œuvres d'art qui ont très bien parlé de la résistance, mais tout de même. Avant 1969, on est dans des récits de résistance complètement manichéens qui confinent à ce que je vais appeler le roman national. Oui. Donc on présente des personnages caricaturalement courageux et héroïque, et ça n'a pas grand intérêt. Et après, on parle toujours de la résistance de cette manière. La résistance a été la gloire de la résistance a été récupérée par des gens qui, à mon avis, n'en sont pas dignes. Il y a une récupération complète de ce qu'ils ont fait. Et là, on n'est plus dans le roman national, mais on est dans la complète hystérisation de l'histoire. Et avec le film de Melville, on est dans un espèce de moment charnière. Il y a une légèreté en 1969, tu l'as dit, hein, il y a tous ces films de la nouvelle école. Les gens ont envie de jouir, les gens ont envie d'être heureux. La guerre, on la laisse un petit peu de côté. Et donc, on est dans un moment de flottement historique comme ça, où on peut prendre ce sujet en main et on peut en parler pour de vrai. Et on a Melville, ce genou, qui le fait. Et en fait, il y a très peu d'œuvres qui nous parlent de la résistance de cette manière et qui nous montrent qu'en effet, la résistance, ça n'est pas n'importe quoi, et les résistants, ce ne sont pas n'importe qui. Ouais. Alors, moi, je vous rejoins tous les deux sur vos commentaires. Et effectivement, c'est un film qui nous montre une autre anthropologie, une autre humanité que la nôtre actuellement, que ça soit au niveau des acteurs et au niveau aussi des spectateurs. Les spectateurs ne seraient plus capables aujourd'hui de recevoir un film comme ça en 2022. Entre guillemets, aujourd'hui, le spectateur est un peu pris pour un con. Comme je disais tout à l'heure, il lui faut des explosions, des intrigues super faciles, du manichéisme, il y a les bons, les méchants, les machins. Alors que là, par exemple, pour rejoindre ce que tu dis, Ralph, on aurait très bien pu avoir le même film du côté allemand, ou du côté anglais, ou du côté des collabos, en fait. C'est juste qu'on a affaire à un type d'homme, donc en 45, a fortiori pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi en 69 au niveau... je veux dire, ça n'existe plus. Même quelqu'un comme Jean Dujardin, par exemple, qui a une bonne gueule, qui n'est pas un mauvais acteur, et il n'arrive pas à la cheville d'un Lino Ventura. Simone Signoret, c'est autre chose que les actrices françaises actuelles. Déjà, ils ont une gueule, ils ont un visage marqué par la vie, une prestance naturelle qui fait qu'ils n'ont pas besoin de gesticuler et d'avoir des dialogues très... Ils incarnent ce qu'ils jouent. Voilà. Je trouve que les acteurs incarnent ce qu'ils jouent. Ouais. Ils sont crédibles. Et franchement, vu la grandeur du rôle que leur a donné Melville, c'est compliqué de lire un scénario comme ça et de se dire faut être crédible. Ils sont merveilleusement crédibles. Tu parles de Lino Ventura, il est bien sûr extraordinaire. Simone Signoret ou Mathilde, donc qui à un moment va devenir la chef logistique de la résistance. Il y a un autre chef au-dessus, qu'on va dire c'est Jean Moulin, mais c'est pas Jean Moulin, c'est Luc Jardy. Mathilde, mais si tu veux, c'est même pas que c'est un des personnages féminins les plus badass de l'histoire du cinéma, c'est que c'est un des personnages les plus badass de l'histoire du cinéma, tout court. Et on a déjà parlé avec Pierre-Yves, mais je veux dire, Sarah Connor dans Terminator et Ripley dans Alien, franchement, elles peuvent aller se rhabiller, tu vois. Elle est stupéfiante. Voilà, on est assis, quoi. Elle nous assoit. Et tout ça sans tirer un seul coup de feu. Hein. Sans tirer un seul coup de feu, sans même parler vraiment, quoi. Je veux dire, sans même être, tu sais, super apprêtée. Hein, elle est habillée comme nos grands-mères et tout. Elle n'est pas forcément très jolie, mais encore une fois, elle a un charme irrésistible.
de par sa prestance, de par son. C'est la taulière. Et à un moment, Lino Ventura dit c'est une femme extraordinaire. Elle est aussi douée, elle est faite pour commander et elle est faite pour servir. Voilà. Ce qui veut dire que c'est un soldat. C'est un soldat, mais un général aussi. Voilà, elle organise des plans, incroyables. Et je vais revenir rapidement sur ce qu'a dit Pierre-Yves, c'est que dans ce film, on parle pas d'idéologie. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de projet. On est en 1942. Si on a une lecture rétrospective de l'histoire en connaissant l'avenir, il y a eu la libération, il y a eu tout ça, très bien. Mais à l'époque où on se situe, les résistants, c'est personne. Tout le monde s'en fout de ce qu'ils font. Ils s'agitent à faire des actions, ils prennent des risques complètement insensés, mais leur action concrète sur le terrain, elle est vraiment très anecdotique. Et c'est pas des gens qui se sont dit, on est des résistants, on est ensemble, on a la même idéologie. Et dès le début, Melville, il met le doigt là-dessus. C'est-à-dire que on a Lino Ventura qui se retrouve en camp d'internement. Bon, on commence le film, il y va dans un camp et on lui présente. Alors, il est dans une chambrée avec des pieds nickelés, des gens qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, et on lui présente un petit gars. Et le gars se présente tout de suite et dit, je suis communiste. Et puis Lino Ventura, il a un petit sourire en coin. On ne sait pas ce que pense Lino Ventura. On dit qu'il a des pensées gaullistes, mais on se doute bien que c'est pas un représentant de la CGT, tu vois. C'est un ingénieur, c'est un truc. Et par contre, il y a un truc, c'est que, comme dit le roi Enoch, vrai reconnaissent vrai, quoi. C'est-à-dire que c'est pas grave, en fait. Il reconnaît un frère. Il y a un autre moment dans le film où on a un aristocrate qui avait même projeté d'assassiner le gouvernement républicain ou je sais pas quoi, qui d'un seul coup se met à prêter son terrain et ses hommes pour faire des atterrissages d'avions, et pourtant qui en mourra, et pourtant c'est un Aristophanes, c'est-à-dire qu'on est dans un moment historique où on n'est plus dans les idéologies, on n'est plus dans les projets, on est dans l'action, on est dans le vrai reconnaissent vrai, et on est dans un moment où les races supérieures d'hommes se reconnaissent entre eux. Et ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup le très court dialogue que Gerbier, donc Ventura, a avec le petit Coco, quand il part à son travail et qu'il dit « Salut, camarade. » Vous êtes communiste ? Non. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des camarades. Exactement. Voilà, ça, tout est dit. Et ça, c'est extraordinairement complexe d'expliquer cette relation, et ça se fait en 3 phrases et on comprend ça naturellement. Et c'est ça. Qu'est-ce que l'art finalement ? C'est réussir à faire comprendre des choses conceptuellement extraordinairement compliquées, mais de manière complètement intuitive, quoi. Et là, on est dedans, tu vois. Petite parenthèse historique, hein. Il faut quand même rappeler une chose. Donc l'action effectivement se passe en 42 et un peu 43. Il faut quand même se rappeler que avant fin 43, le Reich gagne sur tous les fronts. Donc des mecs qui sont engagés dans la résistance en 42, c'est des mecs qui sont engagés dans un combat perdant. Ils vont signer pour mourir. Ce sont des hommes et des femmes morts. C'est-à-dire qu'il y a un dragon devant eux. Voilà. Ce dragon va les crucifier aussi certainement que le soleil se lève le matin. Et ils y vont quand même. Ils ramassent le bâton pourri qu'ils ont trouvé sur leur chemin et ils le combattent. Il y a ce dragon allemand, on va dire, de l'envahisseur, mais aussi presque la collaboration du quotidien, c'est-à-dire que 90% des Français, sur 100% des Français, il y avait 5% de vrais résistants, 5% de vrais collabos et 90% de gens qui étaient très contents avec le gouvernement de Vichy et qui ne demandaient rien, quoi. Limite, en tout cas, qui cherchaient pas les problèmes. Et on peut les comprendre d'ailleurs. Oui, on le voit avec le coiffeur, par exemple. Oui, exactement. Il a un portrait de Pétain pour pas être emmerdé et continuer à être coiffeur. Mais c'est là que les vrais reconnaissent les vrais. Et à un moment donné, il comprend la situation quand Lino Ventura s'échappe, quand Gerbier s'échappe, et
il le rase pour qu'il échappe aux troupes qui sont à ses troupes. Mais ce que je veux dire par là, ils sont pas, c'est pas les héros de la France à ce moment-là, les résistants, quoi. Mais non, mais ce sont c'est la loose intégrale. C'est la loose intégrale. Franchement. Et justement, cette scène, moi, je trouve elle est très importante parce qu'elle dit aussi quelque chose de la guerre. En effet, les gens n'étaient pas dans l'action. Hein. C'est-à-dire que ils cherchaient à pas avoir de problème et c'était chaud. Et tu vois, c'était vraiment chaud. Tu mettais ta vie sur la table. Aujourd'hui, les gens la ferment pour toucher leur ticket restaurant et pour pas se faire sauter leur compte Facebook. Là, tu la fermais pour pas mourir, tu vois. Oui. Et donc, Ventura, il arrive à s'enfuir de l'école militaire allemande où probablement il va se faire torturer et puis exécuter par la suite. On y reviendra d'ailleurs peut-être à cette scène où il s'échappe. Et puis, il trouve refuge chez un coiffeur. C'est le seul truc qui est ouvert. Donc, il rentre. Il sait pas sur qui il va tomber. Il peut tomber sur le plus gros des fils de pute, un traître, un lâche, quelqu'un qui va le donner. Il sait pas. Donc, il y a une tension. Il le regarde. On comprend bien que Lino Ventura, à ce moment-là, on comprend bien qu'il vient de s'enfuir de quelque part. Il est suspect comme pas possible. Et alors, le mec va le raser. Et à un moment, il va lui dire restez là, et puis il va lui chercher un autre manteau pour qu'il change de manteau. Bon, il a fait un geste en faveur de la résistance, mais moi, c'est ce que j'appelle un résistant occasionnel. C'est le résistant occasionnel, joué par Reggiani. C'est celui, il a piqué des petites cuillères à la commandanture, il n'a pas balancé un copain qui savait qu'il faisait ci, qui faisait ça, mais donc c'est bien, très bien, mais c'est pas Lino Ventura dans le film, quoi. Non. Rien à voir. C'est déjà pas mal. Bien sûr, c'est déjà pas mal. Bien sûr. Oui, il y a des degrés dans le don de soi. Et ce coiffeur, qui est sûrement pas un mauvais gars, tu vois, on voit dans le film, justement, je l'ai dit, qu'il avait un portrait de Pétain, mais tu sens que c'est juste pour pas être emmerdé et pour continuer à être coiffeur, quoi, en fait. Il s'en fout de Pétain, il s'en fout d'Hitler, il s'en fout de la résistance, mais s'il y a un gars qui lui paraît tranquille, à des emmerdes, il va lui donner un coup de main, quoi. Si ça lui coûte rien, il va le faire. Voilà. Et c'est très bien, d'ailleurs. Voilà. Il a fait son devoir, j'ai presque envie de dire. D'ailleurs, ce résistant occasionnel, ce coiffeur est joué par Serge Reggiani. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Oui. Formidable. Serge Reggiani, qui par contre a le premier rôle dans un autre film de Melville, qui est Le Doulos, qui est un très bon film, avec également Belmondo jeune, que je vous conseille vivement. D'ailleurs, il y a deux autres films de Melville qui sont remarquables dans les années 60. C'est Le Doulos, d'une part, qui est un polar à histoire un peu embellicotée, et Léon Morin prêtre. Léon Morin prêtre, Belmondo jeune, magnifique, qui est une histoire de conversion. Et dit comme ça, c'est chiant, mais en fait, le film est passionnant. Ça, c'est comme l'histoire de l'Armée des Ombres. Hein. Dit comme ça, c'est chiant. Oui, voilà. Et puis, allez, c'est comme un grand roman. Il faut passer les 10-15 premières pages et puis après, t'es foutu, quoi. Et là, c'est ça, quoi. Tu passes les premières minutes et c'est fini, t'es dedans. Ouais. Au niveau toujours de la forme, la luminosité. On est toujours dans l'obscurité, la pénombre, parce que justement, il y a pas besoin, tu vois, justement, de montrer les dégâts qui se cachent, tu sais, grossièrement, à regarder derrière les rideaux ou machin. C'est-à-dire que rien que l'ambiance générale du film nous montre que tu es forcément dans la pénombre quand tu joues, quand tu es résistant en 43, quoi, en fait. Et tout est au petit matin, à la tombée de la nuit. Et à chaque fois qu'il y a des scènes en journée, par exemple la scène où Jean-Pierre Cassel, qui joue Jean-François, quand ils doivent passer en journée, ça veut dire qu'ils doivent faire passer des trucs ou que sais-je. Donc ils font un peu la technique Sun Tzu, quoi. Ils passent comme si de rien n'était. Ils passent dans la lumière pour ne pas se faire voir, quoi. Et c'est toujours des scènes extrêmement compliquées. Quand le jour arrive, c'est en général soit il y en a un qui prend un gros risque, soit il y en a un qui va se faire prendre. Donc tout est fait. Voilà, dans des moments où tout le monde dort, quoi. C'est vrai, et au niveau historique, moi j'ai trouvé que c'était un film, justement certes pas manichéen, mais c'est un film de patriote, mais pas de nationaliste. Parce qu'on pourrait se dire, parce que finalement, la France,
elle s'est livrée aux Allemands. Il y a eu plein de livres là-dessus, notamment le livre de Marc Bloch. En fait, les élites françaises ont fait capoter la France, les histoires de la ligne Maginot et tout ça. Donc, et il n'y a pas ce côté-là. En fait, c'est juste des gens qui ont envie de protéger leur terre. Mais même pas. Tu sais, j'ai envie de dire, c'est des gens. La France est occupée par l'Allemagne et ils ne le digèrent pas. Voilà. Ça passe pas et ils ne peuvent pas l'accepter. Je veux dire, j'ai même pas l'impression qu'ils font un choix ou c'est juste que leur être entier leur dit que c'est pas possible. Et là, justement, pour moi, on est dans le thème du film qui va complètement à l'encontre de l'idéologie actuelle, un peu développement personnel, la fin justifie les moyens, il faut avoir des objectifs. Là, on est vraiment sur du samouraï, quoi. On est sur de l'action sans désir. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à prendre, il n'y a aucune gloire particulière. Au quotidien, il n'y a pas de sens. Et comme l'a rappelé Martial, finalement, ce qu'ils font, bon, c'est prendre des risques insensés pour des actions symboliques. Enfin, on passe une radio pour parler à machin, on libère le copain qui est emprisonné, on tue celui qui a parlé, mais on le fait même sans haine parce que bon, bah, il a parlé, mais bon, il a bien été obligé de parler. Et puis, il n'y a aucune gloire. Il y a notamment, il y a deux personnages dans le film que j'adore. Donc, il y a Luc Jardy, qui est le chef de la résistance, Jean Moulin. Et il y a son frère qui est joué par Jean-Pierre Cassel. Oui, moi, je le trouve génial dans le film, Jean-Pierre Cassel. Et puis, je croyais voir Vincent Cassel, quoi. La gestuelle, la gueule. Les chiens font pas des chats, quoi. Puis le côté un peu bad boy, quoi. Enfin, j'avais l'impression que Vincent, à un moment, j'avais presque l'impression que Vincent Cassel jouait dans le film. Ils sont frères. Il y en a un qui est un peu le kamikaze à qui on donne les missions super risquées. Il y en a un autre qui est le cerveau. Aucun des deux ne sait qui est qui. Les deux ne savent pas qu'ils sont tous les deux dans la résistance en réalité et dans la même, en plus dans la même section entre guillemets. Et puis Jean-Pierre Cassel, il fait le sacrifice ultime de sa vie, mais sans que personne le sache. Hein, oui. Je veux dire, c'est pas pour la gloire qu'ils font ça. C'est l'action sans désir. C'est parce que ils peuvent pas faire autrement. Parce que c'est comme ça. C'est dans leur couille, quoi. Ils y arrivent pas. Il y a effectivement la question de la motivation des personnages, et tu as raison de comparer ça à l'idéologie, parce que c'est une idéologie du développement personnel. Il n'y a pas le trope de la croissance du personnage au cours de l'histoire. Ils sont pas meilleurs à la fin qu'au début. Tu sais, ils n'ont pas tiré de tout cela une leçon valable. Non. Et puis, effectivement, je pense que c'est des personnages qui agissent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'ils sont comme ça, parce qu'ils sont programmés comme ça, et parce que le patriotisme, c'est ça. Et ce sont de vrais patriotes. On a du patriotisme aujourd'hui l'image que les Américains nous ont imposée, qui est quelque chose de bruyant et de vulgaire, parce que c'est américain. Et là, non, c'est le patriotisme français, c'est quelque chose qui n'a pas forcément besoin de toujours s'affirmer de façon cocardière, mais qui néanmoins existe et appelle l'action. Il n'y a pas un seul drapeau français. Il n'y a pas un seul mot d'ordre grandiloquent. Il y a rien. Il ne parle même pas du projet. Il n'y a même pas de projet. Le projet, quand il apparaît, c'est une ombre. Le projet, c'est... Il y a les Allemands, ils sont là, ils n'ont rien à foutre là. Voilà, c'est ça. Et même si on a un caillou et qu'en face, ils ont des chars, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. Est-ce que je vais vous lire 2-3 petites phrases de Julius Evola, justement sur l'action sans désir, et qui, je pense, représente bien la psychologie des personnages, quoi. Et donc je vous lis ça vite fait, hein, c'est dans Chevaucher le tigre. Donc il parle de l'action sans désir. On a appelé aussi cette forme d'action l'action sans désir, et la dimension supérieure dont on suppose la présence en soi s'y affirme dans la capacité d'agir avec une application non pas moindre, mais au contraire plus grande que celle dont peut faire preuve un type d'homme
différent dans les formes ordinaires de l'action conditionnée. On peut encore parler ici de faire ce qui doit être fait de façon impersonnelle. La coexistence des deux principes, qui est nécessaire pour cela, apparaît encore plus nettement dans la seconde des deux maximes traditionnelles dont nous venons de parler, agir sans agir. C'est une manière paradoxale, extrême orientale, d'indiquer une forme d'action qui n'entraîne ni ne meut le principe supérieur, l'être en soi, qui reste pourtant le vrai sujet de l'action, celui à qui elle doit sa force motrice primaire et qui la soutient et la guide du début à la fin. En fait, c'est des gens qui ont gardé leur être en soi, tous les acteurs, qui ne se dispersent pas à l'extérieur, qui ne jouent pas un rôle et qui font ce qui a à être fait, même comme tu l'as dit, s'ils ont un caillou et que les autres, ils ont des gros chars, ils n'abandonnent pas leur être supérieur pour s'inventer un rôle et pour faire les marioles, en fait. De toute façon, j'ai envie de dire, on est dans un moment historique. Bon, il y a deux choses qui vont se produire. C'est d'abord, l'héroïsme peut se manifester parce que même si on a perdu d'avance, on a quand même un ennemi qui est identifié et quelque chose de simple. Il est là et il n'a pas à être là. Donc, on peut le faire. En tout cas, ce que tu dis, ça se voit tout à fait. Le fait de ne pas vouloir perdre son âme, de ne pas vouloir vendre son âme au diable, c'est quand Gerbier est pris par les Allemands et qu'il est dans un espèce de couloir et qu'il demande de courir, sachant qu'il va être fusillé. Et lui, tu sens qu'il a trop pas envie de courir, quoi. Vous voulez me buter, mais tu vois ce que je veux dire? Je voulais y revenir à cette scène, parce qu'on va peut-être finir à cette scène. Et je voulais aussi dire que c'est un moment, c'est des moments comme ça dans la vie où on ne peut pas tricher. Les êtres se révèlent tels qu'ils sont. Parce que on voit, par exemple, il y a une première scène où la mission, en gros, c'est d'aller tuer un résistant qu'à parler. Ça se fait absolument sans un mot. Le résistant ne conteste pas la décision. Et puis, il y a un gars qui vient d'être enrôlé dans la résistance, quoi. Et puis, il doit tuer. Il doit tuer. Il peut pas utiliser un pistolet parce qu'il y a des voisins, il y a des gens qui entendent. Donc, il faut faire ça avec un torchon, en tournant un bâton. Il faut lui tenir les bras. Il est tout de suite dans le feu de l'action. Et je veux dire, il n'y a pas de place pour faire le mariole. Il n'y a pas de place pour se faire passer pour ce qu'on n'est pas. À un moment, on est dans un moment où les êtres se révèlent, quoi. Donc, il n'y a pas de tricherie. Le boss, c'est le boss. On est dans un moment de hiérarchie authentique, quoi. Cette scène de l'exécution, celle du résistant traître, pour moi, c'est vraiment une des scènes pivots du film. Hein. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit qu'on ne va pas être dans une esthétisation de la violence. C'est pas Marvel, quoi. Non. Tuer un homme, c'est difficile. Et c'est marquant, et ça t'accompagne pour toute ta vie. Voilà. Et donc, c'est des gens normaux qui doivent devenir des tueurs. Il y a ça, Martial, totalement d'accord. Et il y a aussi, quand tu dis c'est un moment pivot du film, tu sens aussi justement que tous les protagonismes, comme je le dis souvent, il y a un ressort qui s'est pété. C'est-à-dire ils sont prêts à aller jusqu'au bout, en fait. Oui. Et il y a une autre scène qui pour moi est très importante, qui se situe au début. C'est le monologue intérieur du gardien de camp. Au tout début, donc on voit Gerbier qui arrive dans ce camp de prisonniers, et il y a le gardien du camp français qui examine le dossier, qui regarde le mec, et qui est en train d'essayer de comprendre s'il faut qu'il le brise ou s'il faut qu'il le ménage. Parce que lui, il voit arriver des mecs qui débarquent là sans procès, qui restent là des années. Il voit arriver des types qui ont un dossier hyper chargé, mais qui, comme ils ont des potes à Vichy, ressortent en 2 jours. Et donc, quand on voit ce mec ingénieur soupçonné de pensée gaulliste, il se dit, mais putain, qu'est-ce que je dois faire avec ce mec-là? Et je trouve que ce monologue intérieur du gardien de prison montre toute la complexité. Exactement. Ça illustre toute la complexité de l'époque et à quel point, je pense que sur l'instant, il y a plein de gens qui n'ont rien compris à ce qui se passait. Ouais. Et
D'ailleurs, je vous conseille très vivement, si vous ne l'avez pas lu, un bouquin qui s'appelle Un paradoxe français de Simon Epstein, qui est un bouquin consacré aux itinéraires de gens qui, par exemple, étaient Dreyfusards et ont fini à Vichy, ou étaient à l'Action française et ont fini dans la résistance. Bah, totalement, j'ai pensé à Simon Epstein en regardant le film, parce que Simon Epstein, il est venu rappeler une vérité que tout le monde connaissait en 1969, c'est que le profil des résistants, ça pouvait l'être d'ailleurs, mais c'était pas le gauchiste parisiano-mondain qui se réclame de la résistance aujourd'hui. On a des gros prolos, on a des gars de l'administration, mais si tu veux, des parias de l'administration, c'est ce qu'était Jean Moulin. On ne sait pas trop ce qu'elle faisait, Simone Signoret qui joue Mathilde, mais c'est une femme du quotidien. On a des aristos, on a des communistes, donc on a une diversité. Et aujourd'hui, un camp voudrait s'approprier la gloire de la résistance. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Alors que personne ne peut s'approprier la gloire de la résistance. C'est une race d'hommes, quoi. Oui. Et puis, accessoirement, il faut quand même rappeler, par exemple, d'où vient Laval. Si je ne me trompe pas, attendez, je vérifie, mais il me semble bien que Pierre Laval, c'est un homme. Oui. Voilà. Donc, on a aujourd'hui l'impression que c'était en gros la droite à Vichy, la gauche dans les maquis. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Et même les pleins pouvoirs à Pétain, c'est une assemblée de gauche qui l'a voté. Oui. Donc, et c'est très bien d'avoir une idée de la complexité de ça. Et donc, effectivement, je vous conseille vivement Un paradoxe français. Il en avait écrit un autre, un peu plus petit, qui s'appelle Des Dreyfusards sous l'occupation. Là, donc, c'est des destins de gens qui étaient soit Dreyfusards, soit anti-Dreyfusards, et qui ont fini finalement dans le camp adverse, quoi. Et donc, c'est assez intéressant. Et vous avez effectivement quelques destins complètement tarés. Il y a quand même un mec. Mais justement, c'est tout l'objet du film, Martial. C'est que on quitte l'intellectualisme, on quitte le blabla, et on est dans l'action. Et dans l'action, plus rien n'est pareil. Voilà. Donc, exemple de ces paradoxes. Vous avez quand même donc un mec qui sera plus tard président de la Fédération internationale de sport automobile, qui dans les années 30 est à la LICRA et dans les années 40 à la Waffen-SS. Donc ça fait quand même des grands écarts, quoi. Non, mais bien sûr, tu as aussi, tu sais, les communistes, donc je crois jusqu'en 1941, je crois, avec le pacte germano-soviétique, qui faisait tout pour que l'armée allemande conquiert la France. En fait. Donc là, tu vois, par exemple, ce petit communiste dans le camp, c'est un communiste, mais de 43. Mais en 41, si ça se trouve, il n'aurait pas eu le même discours, il aurait été sûrement pro-allemand, tu vois. Exactement. Parce qu'on n'était pas encore on n'était peut-être pas encore forcément rentré dans le dur, tu vois. Là, on est quand même octobre 42, février 43. Là, je veux dire, on rentre dans le dur. Ouais. On rentre vraiment dans le dur. Et aussi, sur les profils de la résistance, il n'y a pas de grands humanistes mondains dans la résistance. Il y a très peu de hauts fonctionnaires. Il y a très peu d'hommes politiques connus. Alors, je vais pas dire qu'il y en a pas, parce qu'il y en a peut-être eu, et je voudrais pas commettre une erreur, mais enfin, les gens qui s'engagent dans la résistance, c'est pas ça. C'est pas des gens qui sont dans la parlotte, c'est pas des gens qui sont dans le paraître. C'est des gens qui même De Gaulle a des points. C'est beaucoup de ses biographes, que ce soit ses critiques ou ses hagiographes, ont mis en avant son carriérisme à De Gaulle. Tu vois, De Gaulle, c'est pas lui qui prenait les risques. Je suis désolé, c'est pas lui qui prend les risques. Et d'ailleurs, il y a une scène lunaire comme ça. Donc à un moment, il y a tous les protagonistes qui partent en Grande-Bretagne parce qu'ils vont rencontrer
le chef des armées en Grande-Bretagne pour essayer de gratter des armes, de gratter des moyens. Donc on leur envoie un sous-marin, donc les Anglais sont quand même sympas, ils envoient un sous-marin, ils les reçoivent, ils le reçoivent pas en grande pompe, ils les reçoivent dans le bureau, ils ont du respect pour eux, ils ont de la révérence pour eux, on sent qu'il y a quand même du respect, tu vois. Mais à la fin, il leur dit, en fait, votre projet, on n'y croit pas. Sur le terrain, concrètement, vous servez à rien. Les armes, les avions que vous demandez, on va pas vous les donner. On va vous envoyer 2 opérateurs radio, et puis au revoir. Et donc ils s'en vont. Enfin, c'est lunaire comme scène, quoi. Et ils s'en vont. Et puis là, t'as Luc Jardy, donc qui est censé être le chef de la résistance, le Jean Moulin, si on veut, mais c'est pas Jean Moulin. Il est là, il attend dans une salle, et puis il y a une ombre qui passe justement. C'est De Gaulle. On reconnaît ce grand type là, De Gaulle. Puis il lui donne une médaille, puis il lui fait la bise. Puis t'es là, tu te dis, ouais, c'est surréaliste, quoi. Ouais. C'est surréaliste. Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est très, très complexe cette période, et comme je le disais, un des gros problèmes de notre monde, pour moi, c'est le manichéisme. Tu sais, gauche-droite, Marseille-PSG, le camp du bien, le camp du mal, les bien-pensants, les mal-pensants. Et on se rend compte que déjà dans une vie individuelle d'homme, sans être dans un état de guerre, c'est jamais tout noir ou tout blanc la vie. Tu vois, t'es souvent obligé de prendre des chemins de traverse ou de juger le bon grain de livret. Des fois tu fais des conneries, des fois tu fais des bons choix. Comme je le dis, des fois tu fais des actions pleines de bienveillance, et en fait il t'arrive que des merdes après. Puis des fois t'es un peu mesquin, un peu menteur, et en fait ça débloque des situations, et après c'est cool, tu vois. Donc c'est compliqué la vie, quoi. Et tout le monde le comprend. C'est juste qu'à notre époque, le discours général t'oblige à choisir 2 camps, et ça n'arrive jamais en fait dans la vraie vie. Ça. Et justement, on n'est plus dans les principes. Et il y a une scène comme ça qui est très révélatrice, mais on l'a dit, chaque scène qui s'enchaîne a une dimension symbolique. Oui. Donc on a Lino Ventura qui est emmené dans un bureau, donc on se doute que le but c'est de le faire parler, de le torturer puis de l'exécuter, c'est comme ça que ça se passait. Et puis il est surveillé par un soldat, comme ça on est en train de le faire attendre. Et puis il est avec un gars, il le connaît pas, mais il comprend que c'est un résistant comme lui, c'est un gars comme lui, même s'ils sont pas de la même équipe et puis qu'ils se connaissent pas. Et là, Lino Ventura, il est pas dans les grands principes et dans l'idéal. Hein. Il se dit, on est 2, pourquoi crever à 2 alors qu'un de nous 2 peut s'en sortir? Et il élabore un plan à la vite fait où en fait, lui tue le soldat allemand en train de les surveiller, mais il lui dit, toi tu vas partir par là. Donc en fait, il se sert de son camarade entre guillemets comme bouclier humain, quoi. Et tout de suite ça donne le ton. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les grands principes, quoi. À un moment, on est obligé d'être dans la cruelle rationalité, quoi. Puis il faut composer avec ça, parce que j'imagine que ça lui fait pas plaisir de faire ça. Quoi. Et en même temps, il est obligé de quand même faire confiance à ce mec. Et il a pas le choix. Mais parce que ce mec pourrait aussi bien le dénoncer à la Sentinelle. En espérant que ça se passe pour sa gueule. Mais non. Non, c'est vrai. Et ce que tu dis, Ralph, moi, ça me fait penser au témoignage des médecins de guerre. Tu sais que sur un champ de bataille, en fait, ils sont obligés de dire, lui, il a 10% de chance de s'en sortir, je le laisse de côté, il va crever. Lui, il a 30% de chance de s'en sortir, je vais le prendre. Tu vois, à un moment donné, les conditions extérieures, la pression extérieure est tellement forte que tu es obligé de faire des choix qui sont ni morales, ni immoral, mais amoral. Exactement. D'ailleurs, on n'est plus dans le bavardage. Voilà. Il n'y a pas de bavardage. Donc aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que on vit un contexte où on est face à des complexités si folles que même si on veut agir, on ne saurait même pas sur quoi agir. Donc tout le monde est dans la parlotte, tout le monde est dans les grands idéaux, tout le monde est dans le signalement de vertu ou ce genre de choses. Là, il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas de réseaux sociaux, on ne se met pas en avant, il n'y a rien à gagner. Et c'est ça qui est frappant. C'est ça aussi qui crée un décalage avec le spectateur actuel. Je ne sais pas comment l'a reçu le spectateur de 1969, où c'était peut-être des comportements qui étaient plus communs, on va dire. Mais en tout cas, pour le spectateur de 2022, c'est très étonnant, quoi, parce qu'on est
enfin, vraiment aux antipodes de ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, et parce que également, et là on en revient à la forme, hein, c'est un film qui ne suit pas les codes actuels. Les codes actuels, allez, encore un bouquin que je suggère, lisez Save the Cat de Blake Snyder. Save the Cat, c'est un bouquin destiné aux scénaristes de cinéma et qui vous décrit par le menu et très exactement comment, si on veut que son scénario soit accepté à Hollywood, il faut découper l'histoire. Et il vous découpe point par point. Et la raison pour laquelle ça s'appelle Save the Cat, c'est qu'il vous explique que vous avez l'image d'ouverture qui donne l'ambiance, vous avez ensuite le héros qu'on va voir, et il faut que dans les 5 premières minutes, le héros, entre guillemets, sauve un chat. C'est-à-dire fasse un petit acte de bonté qui nous le rende sympathique. Et ensuite, voilà, il y a comme ça, à quel moment il faut faire intervenir l'antagoniste, à quel moment il faut faire intervenir la love story, etc. Une fois que vous avez lu Save the Cat, vous vous rendez compte du nombre de films que vous avez vus, que ce soit des films d'action, des comédies ou autres, qui suivent rigoureusement ce schéma-là. Et dès lors, vous vous rendez compte à quel point il est rafraîchissant de voir un film qui n'est pas empaqueté exactement comme il faut, avec le retournement de situation à la 48e minute. Voilà. Donc c'est extrêmement plaisant de voir un film qui ne suit pas les codes de Save the Cat. Ouais, 100% d'accord. Justement, moi, on en a parlé, Ralph, de la scène où il rentre. Justement, il y a Gerbier qui est emprisonné. Je crois que c'est à Lyon, au quartier général allemand, et t'as Simone Signoret et ses potes qui veulent essayer de le sortir. Moi, j'étais persuadé qu'ils allaient y arriver, alors qu'en fait, t'as une tension énorme, et en fait, ils se rendent compte que c'est pas possible, qu'il faut trouver un autre moyen. Donc, en fait, en 2020, une scène qui sert à rien, alors qu'elle est paroxystique, en fait. C'est-à-dire que c'est une scène, donc là, c'est une scène où Simone Signoret, donc Mathilde, qui est extraordinaire dans le film, elle a des talents de logisticienne, c'est-à-dire qu'elle élabore des plans incroyables pour faire évader les gens, notamment. Et puis, ils se mettent en tête de libérer un gars qui s'appelle Félix, donc un taulier de la résistance, s'est fait emprisonner. C'est pas qu'ils veulent vraiment le sauver, c'est qu'ils veulent ils ont plutôt pour projet d'abréger ses souffrances parce qu'ils savent qu'il va subir des tortures absolument horribles. Donc, ils élaborent un plan, mais ils prennent des risques complètement insensés. Ils se déguisent en allemand. Ils passent les portes avec une ambulance en disant qu'il faut transférer le gars pour se le faire donner avec des faux papiers et tout. Et je veux dire, on a le cœur qui bat pendant toute la scène, on a peur. À la fin, le médecin vient examiner donc le fameux prisonnier qu'ils essayent de faire s'évader, comme ça, avec cette mise en scène. Le médecin dit, bah non, il sort pas, il est pas en état de sortir. Et puis ils sont là au milieu du camp allemand, ils ont pris tous les risques. Et il repart la queue entre les jambes. Et c'est une scène, mais je veux dire, ça vaut toutes les scènes de Top Gun, quoi. Franchement, on a peur, quoi. On a peur avec eux, quoi. Ouais. Et aussi une autre scène qui m'a marqué, moi, c'est la scène du parachutage de Gerbier quand il revient d'Angleterre. C'est complètement cheap. Tu vois, on voit bien qu'ils sont dans un décor qui vibre pour faire l'avion. Ils sautent de nuit. On voit le trou avec le vide, mais on voit bien que c'est un écran. Enfin, tu vois, tout est fait en studio. Je vais dire, c'est presque mal fait. Mais il y a une tension et une action incroyable. On est dans la peau du personnage qui sûrement, c'est peut-être son premier saut en parachute. Il écoute un vieil anglais, il comprend à moitié ce qu'il dit, tu vois. Et ça, c'est exceptionnel, quoi. Et à la fin, d'ailleurs, il se réceptionne comme une merde. Je veux dire, tu sautes dans la nuit, c'est ton premier saut. Et tu vis ça avec eux. Et t'es dans l'attente, justement, il y a une attente. T'étais là, tu fais, mais attends, il va sauter, il va pas sauter. Et pourtant, il se passe rien, tu vois. Mais c'est dingue. Il y a une autre scène, moi, que j'aime beaucoup. Alors, c'est la deuxième fois que Gerbier, donc Lino Ventura, se fait arrêter. Donc là, il va y passer. En fait, il va se faire fusiller. C'est prévu. Donc, il est dans une cellule avec 4-5 autres gars. Et puis, on les appelle pour aller se faire tuer. Et là, il y a son monologue intérieur, tu vois.
Et il dit, je n'ai pas peur. Il dit, je devrais avoir peur. Quand un homme va mourir, il doit avoir peur. Mais moi, j'ai pas peur. Ah, c'est impossible. Et il dit, mais c'est certainement parce que je suis trop borné, trop animal pour y croire. Magnifique. 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 Il y a une petite scène aussi rigolote qui rejoint ce qu'on disait avant, c'est qu'il partage ses clopes avec les condamnés et finalement il se retrouve, il a plus de clopes. Tu sais, il pourrait dire, tu sais, commencer à ouvrir sa gueule et dire attendez les gars, vas-y faites-moi tourner. Il dit rien. Et les fumeurs le savent. C'est ce qu'il fait là. C'est vraiment le sacrifice. C'est vraiment un homme qui est dans le sacrifice. Il va jusqu'à donner sa dernière clope avant de mourir. Tu vois. C'est excellent. Incroyable. Ouais. Incroyable. Vraiment, un film, moi, franchement, qui m'a retourné. Et je vais vous dire l'effet que ça me fait. C'est que, tu sais, c'est comme quand tu lis un grand roman. T'as l'impression d'avoir passé du temps avec des amis, avec des frères, d'avoir passé du temps avec eux. Et ça m'a donné l'impression d'avoir vécu un peu avec ces illustres prédécesseurs, ces gens extrêmement respectables, et d'avoir partagé quelque chose avec eux. Quoi. Voilà. Et tu en sors grandi. C'est à ça aussi que tu vois les grandes œuvres. Hein. C'est que c'est comme quand tu sors effectivement d'un grand livre, t'es pas pareil à la sortie qu'à l'entrée, et ça t'a marqué et tu as grandi avec. Ouais. Et un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que c'est aussi un film sur le silence, sur tout ce qu'on met dans un silence. Quoi. Ouais. Et les silences sont très très parlants. Les silences et l'attente. Ouais. Les moments d'attente aussi sont incroyables. C'est pour parler en mode métaphysique, c'est un retour au principe, exactement comme l'obscurité contient toute la potentialité de la lumière et le silence contient toute la potentialité de la parole. En fait, ça rejoint ma vidéo sur le soleil de minuit. En fait, c'est la même ambiance en fait. Je vais faire un dernier petit tour de table, Pierre-Yves, parce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire et puis que... que j'ai été très content que tu conseilles cette émission, parce que ça m'a fait regarder un film. Moi, je suis pas du tout un connaisseur de films de cette époque. Ça m'a donné envie, justement, d'en regarder d'autres, de comprendre que la déchéance incroyable du cinéma français, qui, je pense, à cette époque-là, était au top, quoi. Ouais. Et moi, j'avais vu un critique de cinéma que je suis sur YouTube qui disait que tout était parti en vrille dans le cinéma français à partir du Splendide ou à partir des Gendarmes de Saint-Tropez. Quand le cinéma français, c'était soit des comédies bien cons, bien lourdes, ou alors, tu sais, du cinéma de bobo parisien, où ma femme me trompe, est-ce que je suis encore amoureux d'elle, et ça se passe dans des cafés et tout ça, tu sais, c'est bien chiant ce cinéma français-là. Alors que là, on a le vrai cinéma français, j'allais dire, avec de l'intelligence, de l'action, de la subtilité, des acteurs incroyables, comme je dis, qui ont une gueule, une prestance qui n'existe plus. Tu vois, c'est même une autre anthropologie, quoi. Et donc, du coup, c'était un super conseil de faire cette émission. J'ai passé un très bon moment à regarder le film. Et comme le disait Martial, j'y pense toujours, en fait. C'est comme le livre de Céline. Quelques mois après le visionnage, j'ai des scènes qui me marquent, des choses qui me font réfléchir. Quand je suis en train de conduire tout seul dans ma voiture, des fois je repense à ce film, à des choses, des petits détails, des machins. Donc c'est vraiment super, quoi. J'ai adoré ce film. Martial. Ouais. Alors pour ce qui est du tournant du cinéma français, moi je le situerais peut-être un petit peu avant Splendide, mais effectivement ça commence à déconner dans ces années-là. Il y a des éléments déjà annonciateurs de ça dans la nouvelle vague. C'est-à-dire que dans la nouvelle vague, tu commences effectivement, tu parlais de ces films de la puissance de mes sentiments, où j'en suis, etc. etc. Finalement, quand tu prends les deux derniers films de la série Antoine Doinel,
de Truffaut. C'est ça, sauf que Truffaut, il le fait assez bien. Et quand on n'a pas le talent de Truffaut, ça donne des merdes. Effectivement, c'est l'époque, parce que ces années 68, 69, donc Melville, il fait figure quand même un peu de dinosaure, parce que c'est là qu'on commence à sortir. En 69, il y a aussi Ma nuit chez Maud qui sort, donc Romer. C'est un des premiers vrais succès de Romer. Donc voilà, où on commence à être dans le cinéma intimiste, etc. Alors, par ailleurs, moi, je ne déteste pas Romer, il y a des trucs intéressants, un petit peu l'impression qu'il fait toujours le même film, bon, ça c'est autre chose. Mais effectivement, voilà, Melville, c'est le témoignage d'un cinéma français qu'à un moment donné, on a décidé de laisser tomber. À un moment donné, on a décidé que c'était plus intéressant de parler des problèmes de couple, des difficultés d'érection et des séchages finales de la bourgeoisie parisienne. Moi, c'est un cinéma qui me gonfle. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'on a laissé tomber le cinéma populaire, plutôt qu'on l'a relégué soit de la comédie lourdingue, soit du film d'action américain. Mais d'ailleurs, même le cinéma américain, depuis 69, s'est dégradé considérablement. C'est-à-dire que... Mais ils font... Enfin, je veux dire, par rapport au cinéma français, il n'y a quand même pas photo. Oui. Mais si tu vois les succès américains de 69, c'est Easy Rider, La Horde Sauvage. Je suis d'accord. Voilà, donc t'as quand même des films qui restent bons, quoi. Moi, je dirais, sur le cinéma américain, moi, je dirais, c'était bon jusqu'au début des années 90, tu vois. Moi, je serais peut-être plus gentil que toi, quoi. D'ailleurs, ça, on pourra se le dire entre nous, mais pour un prochain ciné-club, moi, j'aimerais bien vous soumettre La chair et le sang de Paul Verhoeven, son premier film à Hollywood. C'est un film médiéval de gros bourrin, mais avec une bonne morale. Alors, on note ça. Ce qui est sûr, c'est que si cette émission vous a plu, si c'est la première fois que vous nous écoutez, d'abord, je suis très content que vous ayez découvert cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Pierre-Yves Lenoble qui est truffée de contenu intéressant. Et on va se retrouver très bientôt, puisqu'on avait fait une émission sur le premier tome des inédits de Céline, on avait fait une émission sur Guerre. Londres sort début octobre. La dernière fois, pour des questions de calendrier, l'émission était sortie un peu tard par rapport à la sortie du livre. Là, on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Donc, dès qu'on reçoit le bouquin, on se le dévore, on se fait l'émission dans la foulée. Et puis, pourquoi pas aller voir du côté de Paul Verhoeven. Je suis d'accord avec toi. C'est un des derniers grands, quoi. C'est fantastique, les films de Paul. Je vois que Londres sort le 13 octobre. Donc, je vais sûrement le revoir le 13 ou le 14. Je pense que ça va être la même chose pour vous. Donc, d'ici le 20 octobre, grand maximum, l'émission sera sortie. Ok, ça me va. Très bien. Et pour revenir, mon petit mot de la fin aussi, puisque effectivement, c'est un film qui rend nostalgique. Parce que on y voit des personnages, on y voit une France, on y voit un art cinématographique qu'on a plus trop l'habitude de voir. Et en même temps, c'est un film qui réconcilie quand même avec notre histoire, quoi, parce que les résistants, c'est des héros dans tous les sens du terme, quoi, avec leur fragilité, leur courage insensé, ça rend à la fois nostalgique, ça rend à la fois fier de notre histoire. Et j'ai envie de dire que ce
ce caractère français. Hein, on voit bien qu'on n'est pas comme les Anglais. D'ailleurs, il le montre un moment, Melville, dans le film. Ces Anglais qui sont en dancing, dans un dancing pendant que les bombes tombent. Ils ont une manière complètement différente d'appréhender la chose. D'ailleurs, d'une manière, je pense que Melville rend hommage au flegme anglais, mais nous, pas pareil. Et je pense que ce caractère, cette grandeur de caractère, mais elle existe toujours. Elle est au fond de nous et elle se révélera à nouveau un jour dans l'histoire. Ça nous rappelle qu'il y a ça en nous, tu vois. Et ça, c'est beau. Juste un truc, Ralph, parce que tu as parlé du mot héros, et je pense qu'on n'est pas assez revenu dessus. Donc, je voulais juste te dire que la meilleure définition que j'ai entendue du héros, c'est Pierre d'Ortiguier, paix à son âme, qui me l'avait donné. Et il disait, c'est celui qui s'auto-sacrifie. Tu vois, c'est tout simple. Et moi, je voulais vous soumettre quelque chose. C'est que le personnage de Simone Signoret, elle est dans l'auto-sacrifice, mais dès qu'on touche à sa fille, là, elle est capable de se rétracter et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me questionne, voire même me torture. C'est que je pense que je serais quelqu'un capable d'auto-sacrifice, mais dès qu'on touchera à ma progéniture, là, je sais pas. Là, par contre. Tu touches un des points du film, c'est-à-dire que il y a des personnages qui ont des choses à perdre, il y a des personnages qui n'ont rien à perdre. On comprend que Lino Ventura n'est pas marié, n'a pas de femme. À un moment, on voit qu'il regarde un peu les gonzesses à Londres et tout. Il n'a pas d'alliance sur sa main. Jean-Pierre Cassel, donc il joue Jean-François, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il s'en fout, il peut crever à tout moment. Et puis t'en as d'autres, ils ont des familles, ils ont des boulots, ils ont et eux, ces gens-là, eh ben on peut, il y a une, si tu veux, ils ont des faiblesses quoi. Et Mathilde, aussi dure qu'elle puisse paraître, elle a une faiblesse, c'est sa fille. Et justement, ils vont la tuer parce qu'elle s'est fait attraper. Ils ont trouvé une photo de sa fille. Ils veulent l'envoyer dans un bordel sur le front de l'Est. Et qu'est-ce qu'ils font? Les 4 tauliers de la résistance, le grand chef, Luc Chardy, Lino Ventura, un autre gars qui s'appelle le Bison, ancien légionnaire, et puis un autre dont j'ai oublié le nom. Le masque, ils lui font une exécution en grande pompe, quoi. Ils viennent tous les 4 et c'est comme pour lui rendre hommage. Il y a un dernier regard qui s'échange et il la tue. Voilà. Et c'est là où ce film. Il la libère. Voilà. Oui. Et elle ne fuit pas. Non, elle ne fuit pas et elle voit. Elle les voit arriver, elle sait pourquoi ils sont là. Et ils sont tous venus pour elle, tu vois. Ils ne sont pas foutus de elle, quoi, tu vois. Et c'est là où c'est un film qui parle d'auto-sacrifice plutôt que d'idéologie. Parce que Mathilde, en fait, s'est auto-sacrifiée, savait qu'elle signait son arrêt de mort pour sa fille, tu vois. Mais du coup, toute son idéologie d'avant, en fait, elle a balancé ses potes, en fait, pour sa fille. Mais par contre, en sachant qu'elle allait passer. Elle a fait ce qu'elle a pu pour sauver sa fille. Elle a essayé de limiter la place. Voilà. Mais ce qui est également intéressant, et c'est en ça que on s'éloigne complètement de la mythologisation façon Inglourious Basterds. C'est que ça te fait aussi poser la question, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Bien sûr. Et ça te montre que c'est pas simple. Et personne ne la juge. Personne ne la juge négativement. Ils savent qu'elle s'est fait prendre. Ils savent qu'ils ont un moyen de pression. Ils savent qu'ils ont un moyen de pression sur elle. Ils savent qu'elle a possiblement parlé. Et ils savent qu'ils vont devoir la tuer. Mais leur respect pour elle ne disparaît pas. C'est là que tu vois les gens qui sont là. Des fois, j'entends dire « Ah ouais, mais Jean Moulin, il a peut-être donné ses potes et tout. » Non, mais en fait, juste fermez-la. En fait, oui, c'est ça. Fermez vos gueules. Quoi. On t'arrache 2 ongles et ils vendraient père et mère, tu vois. Donc, Ah, mais oui, à un moment, il faut arrêter. Oui, bien sûr. Et moi, j'avais vu un reportage sur, je crois que c'était la Légion étrangère. J'adore les reportages sur la Légion étrangère. Et ils font des exercices comme ça où ils attrapent des mecs et tout. Et tout le monde parle. Et voilà. Oui, bien sûr que tout le monde parle à partir d'un certain degré de fatigue, de souffrance et de pression psychologique. Tout le monde parle. Ouais. Mais c'est bien pour ça que toutes les armées du monde torturent. Parce que ça marche. Ah, bien sûr. Évidemment.
Bien sûr. Et quand tu disais qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, c'est là où je te disais qu'il n'y avait pas d'idéologie dans le film. C'est que moi, personnellement, si je me mets à la place de Mathilde, j'aurais fait pareil. Bah évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, personne ne la juge. On voit Luc Jardy qui dit ils viennent de prononcer son arrêt de mort, ils viennent de décider sa mort, et il dit c'est une femme exceptionnelle, c'est une femme merveilleuse. Nous allons tuer cette femme merveilleuse. Quoi. C'est ça qu'il dit. Wow. Non, extraordinaire. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, j'espère que ça vous aura donné envie de le voir. Il n'y a pas de spoil. Hein. Les spoils, c'est pour les séries Netflix. Hein. Les grandes œuvres, les chefs-d'œuvre, on connaît l'histoire, on connaît la fin, et c'est pas pour autant que ça nous spoil. Hein. Le spoil, c'est vraiment pour le de merde. C'est un des tabous primordiaux de notre époque de merde, le spoil. Mais non, l'armée des ombres, ça peut pas se spoiler, parce que ça se vit. Comme je vous dis, regardez-le, et vous allez vivre avec les résistants, vous allez passer un vrai moment avec eux, et puis ça nous questionne, est-ce que moi j'aurais eu ce courage, quoi. Et bizarrement, une fois qu'on a vu ce film, on est beaucoup moins catégorique. C'était quand même, mais de toute façon, si le plaisir que vous avez à voir un film dépend de votre connaissance ou pas du twist final, c'est que c'est un film de merde. Ben oui. L'histoire de Madame Bovary, tout le monde la connaît. C'est une bourgeoise qui rencontre un mec qui a plus de pognon que son mec et qui meurt d'amour pour elle et qui finit par se suicider. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. L'histoire n'a aucun intérêt. L'Odyssée, on connaît la fin. Il y arrive à Ithaque. Voilà. Mais... Exactement. Bon, je vous remercie en tout cas pour cette émission. C'était formidable de parler de film avec vous. J'ai hâte qu'on fasse Londres. J'espère que Londres sera du même niveau que Guerre, parce que c'était vraiment incroyable et puis ça a donné lieu à une super émission. Il y a eu plein de retours très très positifs. Et puis, je dis au revoir à tous les téléspectateurs. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça aide la chaîne, ça permet un meilleur référencement. Je vous rappelle que si vous aimez mes contenus, les contenus les plus subversifs, les plus qui parlent le plus de sexe, de politique, etc., c'est uniquement pour les contributeurs, c'est-à-dire ceux qui payent soit 3 € pour voir les lives, la plupart du temps avec Pierre-Yves, les lives privés, soit 7 € pour les vidéos que je fais tout seul. Et chez Pierre-Yves, c'est pareil. Si vous donnez 3 €, vous avez accès à tous les lives qu'on fait ensemble en général. Et vous avez accès, je crois, à plusieurs livres audio, tes livres les plus consistants, enfin pas les plus consistants, mais les plus épais. Le mythologie et le symbolisme du centre, lu par Camouline. Exactement. Donc pour un prix modique, vous avez accès à beaucoup de contenu. Donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Pascal, de ta participation. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Au revoir à tous et à très bientôt.